Sud Radio, 9h-10h, Jean-Marie Bordry. Bonjour à tous et bienvenue à vous. 9h-10h, on va débattre avec tous nos invités sur Sud Radio. Vous nous écoutez d'ailleurs et je rappelle que vous nous appelez au 0826 300 300. Nous allons parler évidemment de la dramatique affaire Lola. Est-ce que ce qui aurait pu être un fait divers, une appellation extrêmement vulgaire, est en fait devenu un fait de société ou alors un fait politique tout simplement? On va y revenir avec nos invités. Nous allons parler aussi de la grève et de la mobilisation à l'appel de la CGT hier. 6% de grévistes. Alors ça, c'était dans l'éducation nationale. C'était pas à l'appel seulement de la CGT. À peu près 100 000 manifestants dans toute la France. Est-ce un échec pour la CGT? On va en parler aussi. On parlera également du 49.3. Est-ce que le débat budgétaire, qui a pris des heures et des heures, voire des jours et des jours, aura été finalement un débat pour rien, puisqu'à la fin, le gouvernement devra appuyer sur l'accélérateur? On en parle avec nos débatteurs. Nous sommes avec Alexis Poulain. Bonjour à vous, Alexis. Bonjour. Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio le mercredi matin. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Alors c'était hier. C'était hier, c'est exactement. au salon de l'auto aujourd'hui, ça vous a pas échappé. Ça ne m'aura pas échappé. C'est pour ça justement qu'on vous a proposé une session de rattrapage. Noémie Alioua est avec nous également. Bonjour à vous, Noémie. Bonjour. Essayiste et journaliste pour i24 News, auteur notamment de ce livre Les uns contre les autres. C'est publié aux éditions du CERF. Et nous sommes avec Georges Kuzmanovic. Bonjour à vous. Bonjour. Kuzmanovic, pardonnez-moi, président de République Souveraine en duplex sur Sud Radio. Régis de Castelnau. Bonjour à vous, Régis. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes avocat, vous tenez ce blog notamment Vue du droit, auteur de Une justice politique, c'est publié aux éditions de l'Artilleur, et membre par ailleurs de la rédaction de Front Populaire. Je le disais, nous sommes avec vous, nous allons joindre d'ailleurs dans quelques instants Sophie Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, pour débattre notamment de cette dramatique affaire Lola. Mais avant ça, parlons tout de suite de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Alexis Poulain, vous aviez un coup de gueule sur les politiques qui se montrent sur TikTok. Alors, ils le font parce qu'ils utilisent tous les moyens de communication possibles et imaginables, mais je trouve que TikTok, c'est assez particulier parce qu'on les voit sous leur jour le plus caricatural d'une certaine façon. Ouais. Et c'était Djebari, ancien ministre des Transports, qui travaille maintenant dans l'hydrogène, qui s'est mis en scène en jouant Dahmer, ce tueur en série cannibale. Absolument. Je trouvais ça de très mauvais goût. D'ailleurs, il a retiré son TikTok tellement ça a été décrié. Et puis, ça m'a rappelé le hamster de Bruno Le Maire, le hérisson du candidat du PCF, le chat de Marine Le Pen, même il y a 5 ans, Marine Le Pen qui chantait Dalida aussi. Voilà, Jean-Luc Mélenchon et Weshden. Ouais. Bref, et cette communication politique qui a pris le pas sur finalement le fond, et on le voit même à l'Assemblée sur le symbole de la petite phrase. C'est la vraie question. C'est du marketing, c'est-à-dire que les spin doctors ont pris le pouvoir en politique comme dans le reste d'ailleurs de l'économie et de la société, et cette surenchère communicationnelle pour essayer de plaire à différentes audiences en segmentant. L'idée d'aller sur TikTok, c'est d'aller chercher l'électorat jeune, conduit à faire à peu près tout et n'importe quoi et à clownifier encore davantage une profession qui est déjà globalement infiltrée par de nombreux clowns. Donc c'est assez dommageable, je pense, et j'ai du mal à me raccrocher aux branches finalement au fond du débat public, parce que même un livre politique aujourd'hui, c'est un coup de c'est écrit comme ça sur un coin de table. Enfin, Bruno Le Maire, ça se faisait aussi il y a quelques décennies. Ça se faisait il y a quelques décennies. Pas toujours mais les il y avait quand même politiques qui des les écrivaient eux-mêmes. qu'on marquait un peu plus. Où il y a Caton, ce qu'avait fait Berkoff, l'inénarrable Berkoff dans les années 80. On l'embrasse d'ailleurs, il sera en direct à 12h30. Qui secouait un peu plus le marigot. Là, c'est des trucs qui glissent, quoi. Ça ne sert à rien. Ça paye bien ministre de Marlène Schiappa, qui l'a lu en réalité. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne l'ai pas lu, alors peut-être je ne devrais pas critiquer, mais j'ai pas envie de le lire en fait. Le niveau baisse pour vous? C'est pas que le niveau baisse, c'est que... le niveau littéraire des hommes politiques, en tout cas. Le niveau politique baisse, c'est-à-dire que... Et ça va avec la déconscientisation politique populaire, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait 50% d'abstention ne choque personne, c'est normal. L'idée que finalement on vote parce que sur TikTok il a l'air sympa, ça choque personne non plus. Le succès de Macron, c'est parce que c'est le genre idéal quand il arrive en 2017. Il est jeune, il est beau, c'est formidable, il a un programme de dégagisme. Allons-y, on verra ce que ça donne. On a vu, et on re-signe une deuxième fois parce que encore 50% d'inflation, non, d'abstention. Mais voilà, donc j'aimerais à un moment qu'il y ait une prise de conscience d'un devoir moins de communication. de tenue, moins de communication et plus de tenue et plus de fond. Qui autour de cette table est sur TikTok, tiens? Mais moi j'y suis, mais j'ai le droit. Vous, oui, mais alors pas les politiques, c'est ça? Non, parce que quand on a une écharpe et quand on est un représentant de la République, je pense qu'on passe à autre chose à un moment. Georges Kuzmanovic.
Ouais, Alexis, pour Macron, il avait quand même la finance derrière lui et tous les médias. Évidemment, il y avait la campagne marketing. La vieille artillerie lourde classique qui fonctionnait. J'ai jamais vu une lessive qui a eu un tel programme de pub. Je ne suis pas élu, mais je suis sur TikTok. Et puis moi, je choisis parce que c'est des jeunes de République Souveraine qui m'y ont mis. Mais ils vous ont pas demandé votre avis, vous y êtes et vous y faites quoi? Mais j'y fais rien, justement. Non, mais les jeunes ne sont pas si cons que ça. C'est pas parce que Mélenchon fait du rap ou que l'autre font des conneries sur TikTok qu'ils pensent que c'est cool. En général, ils s'en moquent, ils trouvent ça débile. Par contre, ce que font là les jeunes, c'est qu'ils coupent des morceaux de 30 ou une minute où il y a la bonne phrase et ils la balancent telle quelle. Et en fait, ça c'est ok. Ça passe, oui. Ça passe. Mais c'est du moi, je parle surcoupage. de la mise en scène. Non, mais la mise en scène, c'est ridicule. Attendez, on reparle un peu de communication. Rappelez-vous, Giscard avec Carter, ils étaient dans la même piscine, autant que je me souvienne. Oui. C'était aussi de la mise en scène, c'était aussi de la communication. Giscard qui mange avec les éboueurs, c'était pareil, le canuet. Les jogging de Sarkozy, enfin, je veux dire, oui, on peut multiplier. La seule différence, c'est le support. Mais ça a toujours existé, les politiques qui se mettent en scène. Noémie Alioua. Oui, non, mais je pense que je suis plutôt d'accord avec Alexis, c'est-à-dire que ça participe à une sorte de nouvelle politique clownesque. Et on l'a vu encore récemment à l'Assemblée nationale, lorsque vous avez les députés qui passent leur temps à faire des selfies, à prendre des photos, on se croit dans une cour d'école. Donc la question, c'est évidemment d'utiliser un peu toutes les techniques, tous les supports de l'époque pour faire passer la politique, mais pas que la politique devienne complètement ridicule et qu'elle soit complètement vidée de sa substance et qu'en fait, il s'agit juste de s'amuser. Donc, y compris à l'Assemblée nationale, c'est problématique. Et d'ailleurs, ça tombe très bien, parlons de sujets aussi beaucoup plus sérieux et beaucoup plus grave que de simples vidéos TikTok. Noémie Alioua, vous vous inquiétez pour une femme qui a eu le courage, c'est une athlète iranienne, de participer à une compétition en dehors de l'Iran, sans porter le voile. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Voilà, tout à fait. Elle s'appelle Elnaz Rekabi. C'est donc cette Iranienne qui a participé au championnat d'Asie d'escalade. Elle a fait d'ailleurs la une des médias parce que, vous l'avez dit, elle a grimpé sans voile, avec un simple foulard dans les cheveux. C'est donc la première athlète iranienne à participer à une compétition sportive sans hijab depuis 40 ans, depuis qu'il est obligatoire, donc pour les femmes iraniennes, depuis 1979. Elnaz Rekabi, elle a agi avec un immense courage et ensuite les autorités iraniennes n'ont pas tardé à réagir puisqu'elle a tout simplement et mystérieusement disparue pendant 2 jours, même si on peut imaginer les menaces qu'elle a reçues. Et puis elle est réapparue finalement en expliquant sur Instagram notamment le fait de ne pas avoir porté le fait qu'elle n'ait pas porté le voile pendant la compétition, c'était pas intentionnel, il était tombé par inadvertance, etc. On imagine la contrainte dans cette situation. Et puis ce matin, à 5h du matin, elle est donc arrivée à Téhéran. Elle a été accueillie à l'aéroport par une foule de soutien. Elle est considérée comme une héroïne, c'est même un symbole maintenant des protestations menées contre le régime des Mollahs. C'est une femme extrêmement courageuse qu'il faudra continuer à suivre, évidemment. Et elle a eu le soutien de Sandrine Rousseau. Exactement, mais ça c'est de l'ironie. C'était une blague. On parle de l'Iran. Régis de Castelnau. Je voudrais dire un petit mot. Je vais joindre les deux premières interventions. Oui, TikTok, c'est la société du spectacle. C'est un symptôme, la façon dont il est utilisé. Ça fait longtemps qu'elle existe, cette société du spectacle, et vous l'avez dit, Jean-Marie. Mais le problème que ça reflète, c'est la nullité abyssale de notre personnel politique. Est-ce que on a un ministre de l'économie, excusez du peu, le ministre de l'économie, c'est un des postes les plus importants de la République, qui est une espèce de pitre, qui est venu nous dire on va écraser la Russie, etc., qui depuis est resté, bien évidemment, alors que n'importe où ailleurs il aurait démissionné, et il passe son temps à faire des photos de lui en train de boire des cafés. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais c'est impressionnant. Bon, concernant l'Iran, moi, effectivement, je ne sais pas ce qu'il en est exactement de ce geste, mais c'est important, c'est courageux. Et dans le même temps, qu'est-ce que j'ai vu hier, en même temps que cette information que j'ai relevée, j'ai vu qu'il y a un écrivain, je ne sais pas comment il faut dire, non-binaire, etc., qui donc, rouge à lèvres et moustache, a obtenu un prix littéraire en Allemagne. Alors qu'est-ce qu'il a fait, cet écrivain, ou cette écrivaine, j'en sais rien, il est venu avec un rasoir et il s'est rasé la tête en solidarité, c'est-à-dire le plus grotesque des grotesques. Je pense que tous les mollahs... Symboliquement, c'est quand même problématique. La dernière fois qu'on a entendu des femmes, c'était pas forcément... par ce geste formidable. Oui. Alors je crois qu'il faut soutenir les Iraniennes, mais il faudrait un peu arrêter de se déconsidérer de cette façon-là, parce que toutes ces images occidentales,
elle se balade sur le reste de la planète et je peux vous dire que le résultat, il n'est pas terrible. On pourrait, au-delà de ces mises en scène, effectivement, de gens qui se coupent les cheveux, d'ailleurs des hommes parfois aussi, mais souvent des femmes, rappeler ce magnifique dessin de Chapat en hommage aux femmes iraniennes et notamment aux femmes qui sont réprimées en ce moment. Vous avez un corps sous un linceul avec une légère flaque de sang qui coule à côté de ce corps et devant deux mollahs qui regardent et qui disent « J'ai eu peur, au début j'ai cru que c'était une mèche de cheveux ». Et effectivement, ce genre de dessin parle beaucoup plus que des mises en scène. Georgi Kuzmanovic est en train de dessiner CGT sur sa feuille. Il est juste à l'heure parce qu'on va parler de la CGT, de la mobilisation. Il y a près de 100 000 manifestants dans toute la France. C'était censé être une grève, non pas générale, mais interprofessionnelle. Est-ce un fiasco pour la CGT? On en parle avec vous tous. 0826 300 300. Dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, 9h-10h, Jean-Marie Bordry. Les débats jusqu'à 10h, 0826 300 300, vous prenez la parole. Nous parlons des manifestations et de la grève interprofessionnelle qui a eu lieu hier. Alors quelques chiffres, 6% de grévistes dans l'éducation nationale. On s'attendait à une journée sans classe, on ne l'a pas eu. 100 000 à peu près manifestants dans toute la France, ce qui n'est pas beaucoup sur l'échelle de ce que la CGT, dans le passé, en tout cas la grande CGT, était capable de déclencher. C'était une grève interprofessionnelle. Est-ce que vous avez manifesté hier ? Est-ce que vous avez fait grève? Est-ce qu'au contraire, pourquoi pas, vous avez galéré dans les transports aussi pour vous déplacer? Vous nous appelez 0826 300 300. Est-ce un fiasco pour la CGT? On est avec Régis de Castelnau, Alexis Poulain, Noémie Alioua et Georgi Kuzmanovic. Régis de Castelnau, la CGT, vous la connaissez bien. Vous en avez été l'avocat pendant des décennies. Aujourd'hui, lorsqu'elle déclenche une grève interprofessionnelle, non pas seule, il y avait Force ouvrière et quelques autres organisations, 100 000 personnes seulement dans toute la France battent le pavé. C'est famélique? Oui, c'est famélique. C'est la pauvre CGT. D'abord, je rappelle qu'elle est en train de préparer un congrès qui va être compliqué pour la direction sortante. Alors, je sais que Martinez ne va pas se représenter, mais en fait, je veux dire, l'organisation n'a plus que quelques tout petits aspects de ce qu'elle était au temps de sa splendeur. Et aujourd'hui, alors juste un petit exemple polémique, elle a appelé à voter Macron très tôt et avec beaucoup de vigueur. Après le premier tour, quand même. Comment ? Après le premier tour. Oui, après le premier tour, alors que Roussel avait appelé à voter Macron avant le déroulé du premier tour. Moi, je me le rappelle bien ça. Mais ce que je veux dire, c'est que elle a un problème aujourd'hui de représentativité, elle a un problème d'influence. Elle est puissante dans certains secteurs et très très faible dans d'autres. Je pense en particulier dans le secteur privé. Voilà. Est-ce qu'elle est aujourd'hui une force susceptible d'eux? Moi, je pense que la situation sociale est très difficile, très tendue. Le problème, c'est qu'il n'y a, comme au moment des Gilets jaunes, il n'y a pas d'offre politique et il n'y a pas non plus, il ne faut pas se raconter d'histoire, d'offre syndicale. Donc, première étape, on va voir une autre des facettes, ce sera la question de du 49.3 et de la motion de censure. On va y revenir à la fin de la mission. Et éventuellement, on verra ce qu'il en est. Je pense que c'est le début d'un hiver difficile. Un hiver difficile pour qui? Politiquement et syndicalement. Pour qui? Et donc je pense que oui. Un hiver difficile pour qui? Pour le gouvernement, pour la majorité, pour les syndicats, pour les Français, tout simplement, Régis de Castelnau? Pour la France. Pour la France, on a une situation économique très dégradée. Oui. On va avoir d'énormes problèmes d'énergie, pas seulement. On va avoir une inflation qui va exploser. Je veux dire, on est à fond vers le mur. Il n'y a plus d'airbag, il n'y a plus de frein. Donc voilà, et on a des gouvernants qui donnent l'impression de ne pas avoir pris la mesure de cette situation. Donc je pense que oui, tout est possible. Rappelez-vous comment les Gilets jaunes, ça a démarré. C'est une étincelle qui a mis le feu à la plaine. Donc là, est-ce qu'on est face à cette situation-là? Moi, j'ai tendance à le penser. Et pourtant, seulement 100 000 personnes ont battu le pavé hier, alors que c'était une journée de grève interprofessionnelle. Je reviens toujours sur ce chiffre parce que, et c'est pas pour me moquer de la CGT, quand on se rappelle les mobilisations qu'organisait la CGT, c'était quand même nettement plus, et c'est assez spectaculaire. Oui, c'est spectaculaire à quel point c'est un beat, si je peux dire, puisque en plus, il sature les ondes, parce que M. Martinez, on l'entend parler matin, midi et soir, même pour dire des
des bêtises comme je suis partie à Naplouse et je me suis baladée entre les balles israéliennes. Je referme la parenthèse, c'était une absurdité inouïe. Mais on le voit partout et malgré tout, effectivement, c'était un bide absolu. Et puis bon, vous l'avez dit un petit peu Régis, mais rappelons-le aussi, la plus grande révolution sociale qui a eu lieu ces dernières décennies, les Gilets jaunes, eh bien, n'ont certainement pas été propulsés par la CGT. Ça veut bien dire que en fait, la révolte sociale aujourd'hui s'organise, eh bien, sans eux. Un chiffre d'ailleurs, vous parlez des gilets jaunes, je vous rappelle le chiffre donné par le gouvernement, pour le coup, les forces de l'ordre, de la mobilisation du premier jour de la manifestation, des manifestations des gilets jaunes. Les forces de l'ordre avaient reconnu 300 000 personnes dans toute la France alors qu'il n'y avait pas d'organisateur officiel. Là, vous aviez un service d'ordre, des appels à manifester très circonstanciés et 100 000 personnes. Alexis Poulain. Et c'est la perte de vitesse des syndicats. Enfin, ils sont déjà dans des guerres intestines à savoir qui a le plus d'adhérents, comment ça va se passer. Il y a des congrès, de la politique interne. Donc on voit bien que les syndicats, malheureusement, ont cette limite-là. Et leur rôle n'est pas finalement politique d'accompagner une révolte sociale. Ils sont là pour défendre le pouvoir d'achat de certains travailleurs qui sont syndiqués, en l'occurrence. Ce qu'ils font, et ils défendent les grévistes. Mobiliser suffisamment de monde, c'est fini. Non, mais on est passé à autre chose. Je crois que on est passé à quoi? Mais on est passé justement à des mouvements gazeux qu'on appelle, par exemple, la France insoumise, aux gilets jaunes, des mouvements inopinés qui arrivent comme ça alors qu'il n'y a pas d'organisateur. Et justement, c'est ce qui fait le temps des révolutions. C'est-à-dire que les structures qui sont là pour organiser, la bourgeoisie et les élites qui sont déconnectées, ça c'est ce que dit David Graeber, c'est le temps des révolutions. Et on est en plein là-dedans, c'est-à-dire que vous avez des élites déconnectées, vous avez des structures qui ne tiennent plus finalement le peuple, puisque il y a des gros mots, le peuple, on n'a pas le droit de le dire, et vous avez des mouvements populaires qui vont arriver. Là, ce qu'on a vu, je pense que quand les Français vont chauffer doctement à 19 degrés, mettre leur col roulé et se rendre compte que malgré tout, leur pouvoir d'achat ne fait que sombrer, que leur entreprise a fermé et que de quoi demain sera fait, on ne sait pas. Là, c'est là que tout devient possible. Et aujourd'hui, je vois un gouvernement qui essaie de gagner du temps avec du chèque cadeau, de la remise à la pompe, essayer de casser les mouvements sociaux. Mais revenons sur ce paradoxe. Les Français savent très bien que l'hiver va être difficile. Ouais, mais revenons sur ce paradoxe, parce que vous dites tous, et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour l'entrevoir, l'hiver va être difficile. Vous avez dit aussi, je ne sais plus qui, je crois que c'était Régis de Castelnau, il n'y a pas assez d'offres politiques ou syndicales. Pour le coup, on a rarement eu autant de syndicats différents et on a rarement eu autant d'oppositions puissantes au Parlement, en tout cas, différentes. Et malgré tout, vous me dites qu'il n'y a pas d'offres. Et ça, c'est un paradoxe. Il n'y a pas l'offre populaire. Enfin, je me permets de prendre la suite de Régis, mais on a des clans politiques qui sont anachroniques. C'est-à-dire, on continue sur le droite-gauche, on a des césures très claires. On n'est même pas sur le droite-gauche, là, regardez l'Assemblée nationale. Et on a un hypercentre qui est devenu hégémonique et qui voudrait que tout soit d'accord avec ce centre et qu'il n'y ait pas de débat. Et pourtant, il n'a plus de majorité absolue. Non, mais il n'y a pas de débat non plus. C'est-à-dire que là, on occupe des gens à débattre pendant quelques jours, aucun amendement ne sera retenu, il y aura un 49.3, et on veut continuer dans des contre-réformes antisociales comme la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, pensant que l'économie va aller mieux. Moi, ce qui me choque, c'est la cécité volontaire ou l'hypocrisie des dirigeants qui font semblant que tout va bien. Un Bruno Le Maire qui explique que l'économie française tient très bien, que la lutte contre l'inflation fonctionne très bien, alors que même les syndicats patronaux alertent sur le nombre de faillites de TPE et PME qui sont en train d'arriver et qui sont liées à ce qui s'est passé avec la gestion sanitaire de la crise Covid. Donc, il y a un vrai déni volontaire, il y a un mensonge, et ceux qui travaillent, ceux qui ferment leur boîte, le voient très bien. Et ça, ce hiatus-là, à un moment, il ne peut pas tenir. Et Georgi Kuzmanovic continue à dessiner sur sa feuille. Il entoure de rouge le logo CGT. Georgi Kuzmanovic, s'il vous plaît, qui n'a pas encore pris la parole, je vous redonne la parole après, Régis. D'abord, il y a des conditions historiques à l'effondrement des syndicats dans toute l'Europe occidentale, et qui a commencé avec l'effondrement de l'URSS. Et le triomphe du néolibéralisme. C'est pas le propre de la CGT. Mais moi, ça me fait marrer. Parce que Alexis a parfaitement raison. On se moque quand même de la CGT. Oh, ils n'arrivent pas à mobiliser. Ah, l'autre avec sa moustache. Ah là là. On rigole. On en rigolait aussi à l'époque de Krasuki. C'était une insulte quand on connaît ce grand bonhomme. On se moquait de son accent. Mais ce qui est moins drôle dans la rue. Ce qui est moins drôle, c'est pour les grands bourgeois qui vivent avenue Foch. C'est quand il n'y a plus personne au moment où le peuple se soulève et où 20 000 personnes peuvent marcher sur l'Élysée ou se balader dans les rues des bourgeois où d'habitude on ne manifeste pas et tout à coup ils se rendent compte mais avec qui on va négocier ?
Et il n'y a personne qui appelle. Ils aimeraient bien avoir un monsieur à moustache dont ils se moquent régulièrement, ou un Krasuki, en face d'eux, et ils ne l'ont pas. Et c'est vers ça qu'on court. Et on informe très peu les Français, parce que cette domestication des syndicats, c'est ce qui s'est passé, et ça a commencé aux États-Unis avec leur grand syndicat, la AFL-CIO. Mais c'est quoi la conséquence? C'est pas juste que c'est domestiqué, c'est que, et ça on n'en parle pas, il y a plus de jours de grève aux États-Unis à ramener à la population qu'en France, où on considère qu'on est tout le temps en grève. Et oui, on n'a pas parlé pendant des années de cette lutte totalement spontanée, exactement du même ordre, qui vient du peuple, non organisé, mais qui a réussi à obtenir le $15 de l'heure. Peut-être que le droit du travail n'est pas tout à fait le même aux États-Unis qu'en France, et qu'il y a davantage d'avantages à conquérir. Il y a un travail de domestication, et on se rend compte en temps de crise que c'est problématique de ne pas avoir un contre-pouvoir. Et c'est bien ça le drame, c'est que tout le monde se plaint qu'on n'est pas en démocratie, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Eh ben les syndicats solides, c'est un contre-pouvoir. Et moi je soutiens la CGT. Et une dernière chose, peut-être qu'il n'y a pas de mobilisation où les gens ne suivent pas autant parce qu'ils se rendent compte, et là encore une fois tu as raison Alexis, c'est que l'offre politique, en particulier à gauche, ne correspond pas au temps de crise dans lequel on est. Non. On ne peut pas juste avoir des mots d'ordre qui correspondent à une croissance en flèche ou aux 30 glorieuses. C'est pas ça. Il faut avoir la position de gauche, je pense, c'est comment sauver ce qui est le plus important, c'est la sécurité sociale, une partie de retraite, aider les plus faibles, et en ne perdant pas tout. Allez, restez avec nous, 0826 300 300. La parole à Régis de Castelnau. Dans un instant, vous aviez un coup de gueule à faire passer sur l'ancien préfet de police Didier Lallemand. On va également parler de... Alors j'ai un peu honte de dire l'affaire Lola, on va dire le drame de Lola, et la manière dont ce drame est en train de devenir un fait politique. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats jusqu'à 10h, 0826 300 300. Nous parlons de l'affaire, du drame, de l'histoire de Lola, appelez-le comme vous voulez, en tout cas cette affaire qui est en train de devenir politique, qui agite l'Assemblée nationale, qui agite aussi les velléités de la droite et de la droite de manifester. Nous sommes avec Alexis Poulain, Georges Kuzmanovic, Régis de Castelnau, Noémie Alioua. Hier, journée extrêmement agitée à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, notamment, pour le Rassemblement national, a interpellé le ministre de la Justice. On l'écoute. Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de 3 ans. Une fois de trop. Et vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. Ceux qui s'en scandalisent. Marine Le Pen accusée de récupérer politiquement le drame de la petite Lola qui, à 12 ans, a été manifestement enlevée, a été suppliciée pendant moins d'1 heure par une femme qui, effectivement, est de nationalité algérienne, était visée par une obligation de quitter le territoire français, mais était toujours en France. Voilà, en gros, le décor, si j'ose dire, macabre et politique de cette affaire. Alors, un seul mot revient partout en ce moment, récupération. Noémie Alioua, Alioua, pardonnez-moi, ça vous choque? Ce qui me choque, c'est comme d'habitude, parce que si on peut ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la gauche dénonce la droite d'instrumentaliser un fait divers. Mais que peut-on dire de l'affaire George Floyd, qu'on a utilisé pour dénoncer les violences policières et le racisme? Que peut-on dire de l'affaire du petit Elan, qu'on a utilisé pour dénoncer ce petit garçon qu'on a retrouvé mort sur une plage de la Méditerranée, pour dénoncer la politique migratoire qu'on juge trop faible? Et donc, finalement, la gauche a aussi ces symboles, et lorsque la droite essaie aussi d'en avoir entre guillemets, c'est-à-dire d'expliquer que l'affaire Lola, c'est aussi le massacre des innocents, c'est aussi l'ultra-violence, c'est aussi toutes ces questions qui se jouent, c'est aussi la question justement des gens qui sont sur notre territoire et qui ne devraient pas y être, c'est toutes ces questions qui se jouent au-delà du drame, de l'atrocité, de l'assassinat de cet enfant. Eh bien, on accuse la droite de récupération. Or, la gauche, il me semble qu'elle ne s'en prive pas pour certaines autres affaires. Et donc, du coup, si la gauche le fait, la droite a le droit de le faire? Il me semble qu'à partir du moment où un événement devient public, ça peut être vécu comme un acte politique aussi. Comme un événement politique. Ce récit sur la récupération par un camp politique de quelque chose qui choque l'ensemble des Français, une nation entière, c'est
simplement pour essayer de masquer l'incompétence du gouvernement et les fautes du gouvernement. On a un ministre de la Justice qui est mis en examen, il faut le rappeler. Oui, on a un ministre de l'Intérieur qui a été accablé par un rapport des autorités anglaises sur la gestion au Stade de France, c'était hier. Il est toujours en poste, il aurait dû démissionner le soir des événements du Stade de France ou le lendemain dans une démocratie fonctionnelle. Et on a ces gens-là qui, au lieu d'accepter leur part de responsabilité, dire ce qui ne va pas, le manque de personnel pour faire respecter les OQTF, la façon dont le jeu administratif est fait, vont jouer le jeu politique. C'est Dupond-Moretti qui joue le jeu politique en disant que certains récupèrent cet événement tragique pour en faire un jeu politique. C'est lui qui fait ce récit-là. Et les médias qui s'engouffrent dans la brèche. Non, Marine Le Pen, elle relaie une parole. Et je suis désolé, ce drame choque l'ensemble des Français, de gauche, de droite, de n'importe quelle. Elle n'est pas la seule d'ailleurs à le relayer. Et donc, elle n'est pas la seule à le relayer. Donc, l'idée qu'il y ait une récupération politique lancée par le gouvernement pour masquer son incompétence est proprement scandaleuse. Et le scandale, il est là, sur l'incompétence et la responsabilité du gouvernement. Et maintenant, quelle solution on a? Parce qu'il ne va rien se passer comme d'habitude. On va passer à autre chose. Vous allez voir, dans 3 semaines, ça va être encore un autre truc. Et puis, parce que l'affaire Lola, le scandale, le drame, c'est... Je ne sais pas, c'est plus d'1 égorgé par mois en France depuis le début de l'année. Si on tient les comptes, c'est scandaleux. C'est une insécurité permanente. À Nantes, ça y est, on a déjà oublié cette femme violée en rentrant chez elle, ou même poignardée, c'était en début de semaine. Je veux dire, la sauvagerie, la violence, mais visible, compacte, niée par le ministre de la Justice, qui parle d'un sentiment de violence, mais surtout pas. Elle est là. Et le débat, il est là-dessus et pas autre chose. Et que fait Emmanuel Macron sur la sécurité? Rien. La nonchalance de Macron et de son gouvernement est un danger pour la sécurité des Français. Il est là le débat. Georges. Noémie, vous avez raison. Mais justement, parce qu'il y a une récupération d'Aylan, parce qu'il y a une récupération absurde de George Floyd, la récupération du drame là, politiquement, est inacceptable. D'autant plus que, Alexis, tu as raison sur ce que tu dis, mais on rate un truc colossal. C'est que cette dame est folle, liée. Quand on voit qu'elle soit d'origine algérienne, soit QTF, ou ce qu'on veut, ou à peau verte, à plume sur la tête, elle est zinzin. Or, c'est ça le grave problème de 40 ans de néolibéralisme, de destruction de l'hôpital. Parce que si moi je me rappelle bien, nos psychiatres, médecins et soignants et aides-soignants se plaignent depuis des années. Il y a des suicides dans cette profession, les gens la quittent. Ils n'arrêtent pas de dire, mais... Vous vous souvenez de ces histoires de gens qui sortent avec des haches? La réalité, c'est qu'en France, on a 30 000 fous dangereux qui se baladent dans les rues. 30 000 Oui, c'est les chiffres de ceux qui travaillent à l'hôpital psychiatrique, de gens très dangereux. Dangereux au sens, c'est pas des gens qui vont tout de suite prendre des couteaux et égorger les gens, c'est des gens qui devraient dans une institution suivie sérieusement parce qu'ils peuvent se foutre en l'air eux-mêmes n'importe quand, ou foutre en l'air quelqu'un parce que ça leur passe par la tête, parce que c'est pas le bonjour et parce qu'ils n'ont pas leur pilule rose, qui d'ailleurs, peut-être vous ne le savez pas, mais avec l'ineptie de l'organisation néolibérale de l'approvisionnement en médicaments, il y a des médicaments, en particulier des médicaments qui calment les fous, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on laisse sortir, on leur dit tiens, ta petite ordonnance, tu prends tes pilules roses en espérant que tu les prennes, mais si elles ne sont pas fournies parce qu'elles sont fabriquées en Inde ou en Chine, eh bien on a des bombardements, des grenades dégoupillées, comme cette folle qui a tué Lola. Ce qui fait que c'est très intéressant, évidemment, de parler des OQTF, mais je pense que en soi, c'est un problème. Et effectivement, tu l'as dit, et puis il y a eu à Angers. Et pour vous, le fait qu'elle soit algérienne ou qu'elle ne le soit pas n'a pas d'importance. Non, mais on a des vrais cas où le Soudanais qui a tué les gens à Angers. Mais là, le vrai problème, c'est de laisser en circulation, de détruire l'hôpital public, de détruire la psychiatrie publique et de laisser en circulation des fous furieux. Encore eût-il fallu pouvoir détecter aussi la folie ou l'état d'esprit de cette personne. À mon avis, je pense qu'on va trouver qu'elle a été détectée. Si on va sur cette question-là, c'est compliqué parce que la maladie mentale, justement, c'est pas quelque chose de tout de suite visible. C'est pas justement comme quelqu'un qui a une jambe cassée. C'est quelque chose de plus complexe. Il y a certains malades mentaux qui ne vont jamais consulter parce qu'ils considèrent qu'ils sont normaux. C'est une question extrêmement complexe qui, mais liée à l'immigration. Si on la prend par ce bout-là, vous avez des gens du HCR, par exemple, qui disent c'est délirant ceux qu'on amène. Il y a des gens qui sont polytraumatisés, aux réfugiés, qui arrivent. On sait, c'est coché quand ils rentrent, même autorisés, pas nécessairement en OQTF. On sait que ce sont des gens qui ont des problèmes lourds parce qu'ils ont vécu des trucs très difficiles. On les laisse se balader. Pas s'en occuper. Et j'aimerais qu'on donne la parole à un avocat graves avec nous, parce que la question que je vous posais, c'était est-ce que c'est un fait politique? Imaginez maintenant que dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois,
on décrète que cette femme, celle qui manifestement a tué Lola, n'est pas responsable juridiquement. Ça va devenir un capharnaüm politique absolument épouvantable parce qu'on ne supportera pas, et personne en France ne supportera qu'elle n'aille pas en prison. Régis de Castelnau. Les faits divers, c'est quelque chose de passionnant, de très important, parce que ça raconte une société, la façon dont ça se passe autour, hein, et l'affaire Lola, je l'appelle aussi comme ça, qui est une abomination évidemment, charrie tout un tas de choses. Le scandale, il est premièrement dans le fait que pour avoir des informations sur cette affaire, qui avait déjà plusieurs jours, c'était très difficile, il y a eu une espèce de verrouillage. Ce sont les réseaux, l'incendie sur les réseaux qui a obligé les médias à s'emparer d'une affaire qui était effectivement considérable. Je ne veux pas revenir sur le détail, mais enfin voilà. Le fait que ce soit une personne algérienne, deuxième observation, oui, ça a une certaine importance dans la mesure où elle n'aurait pas dû être là. Elle n'aurait pas dû être là, justement. Bon, sur la question de ce que ça raconte. Ce que ça raconte aussi, et Georges a raison, ce que ça raconte aussi, c'est l'effondrement de l'État dans ses grandes fonctions régaliennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est extraordinaire sur la question de la psychiatrie, sur la question de la protection des gens avec cette montée de l'insécurité. Alors, on a le braillard Dupond-Moretti qui vient parler de récupération, mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Sur la récupération, il y a un journaliste, j'ai vu ça sur les réseaux, un journaliste de Libération, mais qui êtes-vous? Vous récupérez, etc. Et il y a quelqu'un qui lui a sorti 2-1 de Libé avec des enfants. Il y avait Aylan et il y avait des enfants syriens. C'est insupportable pour les gens de voir ce comportement. Donc, c'est la deuxième chose. Troisième chose que je trouve intéressante dans les réactions de ce que raconte, c'est la NUPES, qui, le jour où ça a explosé finalement, ont tous tweeté sur Karim Benzema. Je suis ravi qu'il ait le Ballon d'Or, sur le président de la République sur le 17 octobre 1961, et pas un mot sur cette affaire. On les sent extrêmement gênés concernant ça. Alors sur la question justement, c'est très important, sur la question de la folie, c'est tout à fait possible, et je dirais même probable que des expertises, parce qu'il y en aura plusieurs, des expertises psychiatriques disent qu'elle était en état de démence au moment des faits, c'est l'ancienne définition, et que par conséquent, elle est irresponsable pénalement. Mais qu'est-ce que ça va changer sur le fond? Les problèmes qui ont été posés à cette occasion restent entiers. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'on renonce à nos principes, et qu'on la juge quand même, qu'on juge les fous, non, justement, ce qu'il faut pointer, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur ce que ça raconte politiquement sur la situation de la société française. Et aussi comment faire avancer la justice sur cette affaire. Pardon, Régis de Castelnau. Non, la justice, elle va faire son boulot. Il va y avoir des juges d'instruction, il va y avoir des experts qui vont être nommés, il y a des faits qui vont être rassemblés, des responsabilités qui vont être pointées. Je m'interroge déjà d'ailleurs, puisque la personne qui a essayé de cacher la malle a été mise en liberté, puisqu'on disait que c'était du recel de cadavres et que ça ne permettait pas la détention provisoire. Je suis très surpris parce que il y avait non-dénonciation de crime qui la permet. Donc ça pardon Régis, mais quand vous dites la justice va faire son boulot, vous êtes un homme de la justice, vous êtes avocat. Imaginons que les juges demain décrètent que les juges sur avis d'experts décrètent qu'elle n'est pas responsable pénalement. La justice sera sous le feu des critiques autant que le ministre, autant que le président de la République et que la première ministre. C'est-à-dire qu'on va déplacer le problème. On va déplacer le problème. Alors qu'est-ce qu'on veut? On doit juger les fous? Non, mais il y a une autre solution. Les tueurs d'enfants, on peut dire place publique et puis on laisse les gens faire ce qu'ils... on les laisse lyncher. On veut être une civilisation digne de ce nom ou pas? C'est-à-dire... Si on ne juge pas les fous. Chez les Romains, on ne juge pas les fous. Est-ce que c'est-à-dire... Non, mais je vous pose juste la question. Est-ce que vous voulez dire qu'on devrait autoriser le lynchage public? Non, je dis... Ceux qui préconisent et qui vont nous dire il faut supprimer cette loi
c'est après l'affaire Halimi. Il faut supprimer cette loi qui fait que si vous êtes considéré comme avec votre discernement aboli, on ne peut pas vous juger. Mais ça, dans l'histoire, historiquement, c'est toutes les civilisations le font, ça. Dans ce cas-là, oui, ok, on ouvre la porte et on assouvit les pulsions de la foule. Et c'est la raison pour laquelle on va continuer à en débattre avec vous, Régis de Castelnau, Noémie Alioua, Alexis Poulain, Georges Kuzmanovic. Effectivement, est-ce que ce drame aurait pu être évité ? En fait, c'est toute la question. Et c'est la question que se posera aussi l'ensemble de la société sur le drame de Lola. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, 9h-10h, Jean-Marie Bordry. Les débats jusqu'à 10h avec nos 4 invités. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Nous sommes avec Alexis Poulain, éditorialiste Sud Radio, Noémie Alioua, éditorialiste I24 News, Régis de Castelnau, avocat, qui tient ce blog notamment Vue du droit et membre de la rédaction de Front Populaire. Le drame de Lola aurait-il pu être évité ? Ça, c'est la question politique qui se pose. Et qu'est-ce que raconte le drame de Lola de notre société ? C'est la question sociétale en fait qu'on se pose tous concrètement, avec la justice qui risque de se retrouver aussi sur le banc des accusés assez rapidement si jamais on décide que, comme vous l'avez dit pour plusieurs d'entre vous, en fait celle qui a tué Lola est une folle avant d'être quelqu'un qui n'aurait pas dû être ici. Régis de Castelnau. Je termine là-dessus. Juste une petite incidente concernant le fait qu'elle soit algérienne. Je rappelle que la personne qui a été massacrée à Nantes de 47 ans était une femme de ménage d'origine algérienne, qui fait partie de ces gens qu'on voit partir tôt le matin pour faire nos ménages dans les bureaux et les entreprises. Donc voilà, c'est petit détail. C'est pas un petit détail parce que ça aussi, pardon, mais ça raconte aussi la manière dont les différentes forces politiques récupèrent ou pas, ou en tout cas, analysent ce fait de société. Tiens, Noémie n'est pas du tout d'accord, justement. Non, au contraire, je suis d'accord avec ce que vous dites et ça a été évoqué un petit peu plus tôt. C'est-à-dire qu'on a la NUPES qui va défendre un certain nombre de gens et de victimes. Vous allez avoir d'autres partis politiques qui vont défendre un certain nombre de victimes parce qu'ils correspondent plus aux gens qu'ils ont envie de défendre. Finalement, c'est politisé de toute façon. Les drames, les émotions sont politisées dans un sens ou dans un autre. A posteriori, tiens, Éric Zemmour qui essaie d'imposer ce terme dans le débat public, pourquoi pas, qui s'appelle francocide, qui s'est vu répondre par Sandrine Rousseau, bienvenue au XXIe siècle dans la vie politique française, qui lui dit le francocide n'existe pas. Est-ce que ça veut dire concrètement que si je m'appelle Robert et que je me fais tuer, je ne serai pas défendu par la NUPES, et qu'à l'inverse, si je m'appelle Boubacar et que je me fais tuer, je ne serai pas défendu par la droite de la droite? C'est ça le problème. Évidemment. C'est ça, oui, Régis a raison, évidemment. Et c'est ça le souci, c'est que c'est le triomphe du communautarisme et d'une vision américaine de la société. Et ils le font tous. Parce que de l'autre côté, donc combien de messages il y a eu sur le fait que Karim Benzema, c'est chouette, les Blancos, ils sont furieux, Karim Benzema. Mais Karim Benzema a eu le Ballon d'Or, ce qui joue bien. Il pourrait s'appeler Totovic ou on est globalement d'accord. Il a vraiment pas de chance parce qu'il se prend toujours des balles perdues. Karim Benzema, c'est le moment. Non mais c'est intéressant, ça arrive en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, oh là là, elle est algérienne, mon Dieu, c'est terrible, c'est une criminelle algérienne. Si elle s'était appelée Corinne, mais l'affaire aurait été tout à fait aussi atroce. On aurait parlé de la folie. Je pense aux Algériens, mais quel enfer. Pourquoi stigmatiser un pays, un peuple, une population qui n'a rien à voir avec ça et dire voilà, il y a ce racisme. Oui, voilà, et on n'a pas dit là il y a un vrai souci avec d'ailleurs la stratégie de Macron d'essayer d'apaiser, il y a le gaz bien sûr derrière, mais sur la guerre d'Algérie, on voit bien qu'il y a un truc qui est pas encore soulevé en France. Noémie Alioua. Oui, mais pas que de la part de la France. Vous avez aussi un certain nombre d'Algériens qui ont des rancœurs qui sont pas passés et donc qui aussi ont même parfois une sorte, pas du tout, mais il y a une haine de la France qui existe aussi, on peut pas le nier. Et pour revenir sur votre question, est-ce que quand un Robert se fait battre, dans ce cas-là, il faut parler de francocide? Je pense qu'il faut poser moi je pense sur la question de l'antisémitisme, il ne s'agit pas, par exemple, de parler d'antisémitisme quand c'est un juif qui est attaqué. Il s'agit de le qualifier lorsque... Et la motivation des faits. Lorsqu'il a été battu en tant que juif. Et je pense que là, la question sur les francocides, ça veut dire qu'il ne s'agira pas de parler de francocide à partir du moment où un Français est battu ou a subi des sévices, mais à partir du moment où il a été victime en tant que Français. On l'a attaqué en tant que sale Français, en tant que sale blanc et que sais-je. Et ce terme, moi, il me fait penser un petit peu à
à des produits pour vitres, écocide, c'est pas un super terme, mais en tout cas l'idée qu'il y a en fait une discrimination anti-français qui se développe en France, ça, il me semble que c'est une réalité. Et pour l'instant, à ce stade, en revanche, le français ne peut pas être qu'une jeune femme blonde. Exactement. Non, mais bien sûr. Parce que si elle vient de Fort-de-France. Mais attendez. Et c'est ça que veut faire Zemmour. Il veut faire passer le francocide comme un crime ethnique sur des gens de race blanche. Ce qui est un peu ridicule quand on s'appelle soi-même Zemmour. Et donc, comme les Sandrine Rousseau, comme tous ceux qui sont les passionnats de George Floyd, tous ces gens-là, de Zemmour à ces gens-là, sont des ennemis de l'universalisme républicain. Et c'est la seule bonne boussole dans toutes ces affaires, l'universalisme républicain. Et puis d'ailleurs, au-delà du fait que vous dites qu'un Français peut s'appeler Boubacar ou qui peut s'appeler Jamila, c'est pas seulement le cas. Imaginons qu'un citoyen algérien qui soit avec un visa en règle et qui soit de passage en France subisse le même sort, ça reviendrait au même et pourtant ce serait pas un Français qui aurait été tué, si vous voulez. On parle aussi quand même d'un assassinat, en tout cas d'un meurtre. On verra après comment les faits seront qualifiés. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on est tous aussi assez mal à l'aise et comment ne pas l'être d'ailleurs face à des faits pareils. Je vous propose qu'on parle un petit peu de politique. Tout de suite, parlons notamment du 49.3 qui va plus que probablement d'ailleurs être déclenché par le gouvernement et qui fait que les heures et les heures de débat sur le budget de la nation n'auront concrètement servi à rien. Alexis Poulain. Ben oui, c'est formidable. Alors déjà, il y a quand même un progrès. On retrouve un gouvernement qui comprend qu'avec une majorité relative, il y a un débat parlementaire. Alors il y a quand même un débat parlementaire, ça permet de montrer qu'il y a des choses qui clochent dans le budget et qu'à 3 000 milliards de dettes, j'appelle ça un trou, pas un budget, mais globalement, le débat, effectivement, s'arrête au moment où on sort le 49.3 et là, toute la stratégie du gouvernement, c'est encore de faire de la communication, du marketing pour expliquer que le 49.3 est la solution possible parce qu'il faut avancer, parce que l'Europe, nos partenaires européens nous attendent et que nous ne pouvons pas ne pas avoir de budget. La chance qu'on a, c'est qu'on a un Parlement, on a le temps de parler. Ouais. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus le temps de parler. Quand vous voyez les séances qui se finissent à 2h du mat, à 4h du mat, enfin... On ne peut pas dire que les députés fassent rien. On ne peut pas dire que les députés fassent rien, mais c'est un bordel sans nom. Et le débat, aujourd'hui, il est accéléré, il est renié, il est caricatural. Or, c'est ce qui reste à la démocratie, le débat. Et ça fait du bien de voir que la majorité comprend que finalement, ils ne sont pas une majorité, qu'il y a besoin de faire des alliances et que cette culture-là du compromis, si elle entre en Macronie, tant mieux. À ceci près qu'au début, dès le déclenchement de ces débats à l'Assemblée nationale, les Républicains aussi avaient dit qu'ils ne le voteraient pas, ce budget. Ce qui voulait dire que de toute façon, il n'y aurait pas d'accord ou de négociation avec les uns ou les autres, Georges. Non, mais ce débat du 49.3, c'est une discussion autour de la paillote sur la plage, alors qu'il y a un tsunami là, colossal qui arrive, qui va balayer tout ça. Ceux qui sont pour le 49.3, comme ceux qui trouvent que c'est abominable. Moi, le 49.3 n'a pas de sens pour vous parce que... Mais non, mais j'avais souhaité parler du fait qu'aujourd'hui, deux informations qui sont très peu commentées. On commente beaucoup les déboires de l'armée russe en Ukraine. Par contre, deux trucs... Oui, bien sûr, on peut, mais qui vont nous toucher très violemment, parmi beaucoup d'autres, c'est que les réserves de pétrole aux États-Unis sont au plancher historique bas. Et que l'Arabie Saoudite de Ben Salman a décidé d'annoncer qu'elle va discuter sur la rentrée dans les BRICS. Elle a passé un accord avec. On rappelle ce que c'est que les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Corée du Sud, Afrique du Sud. Que le Mexique veut rejoindre, que le Venezuela veut rejoindre, que l'Iran veut rejoindre, que l'Algérie, et qu'ils ont annoncé, les pays producteurs de pétrole, qu'ils allaient, en plus du fait que les réserves américaines sont basses, réduire de 2 millions de barils jour. Ces réserves vont se remplir parce que c'est des raisons stratégiques pour les États-Unis. Ils ont une flotte qui ont été vidées pour les mid-terms, donc elles vont se remplir après. Vous allez voir les prix à la pompe, parce que là, ce qu'on paye, c'est ce qui a été commandé il y a 6 mois et 1 an. Dans 6 mois, ça va être une catastrophe en plus de tout le reste. Et donc, le budget, là, qu'ils vont faire passer en 49.3, va être obsolète. Totalement obsolète, mais totalement obsolète. Parce qu'on va vers une crise qui va s'aggraver. Ça veut dire aussi que finalement, les armes économiques utilisées actuellement, et ce que propose de faire le gouvernement, ne correspondent pas à la réalité qui va nous toucher. Mais c'est ce que oui, alors je ne sais pas si on peut l'affirmer avec autant de certitude. L'histoire nous surprend toujours. Alors on peut prendre... là, c'est la loi de la gravité. Vous avez l'air d'être extrêmement sûr de vous, mais pour l'instant, il y a eu un débat parlementaire, il y a des sujets français qui se posent, et je pense que, c'est classique de le dire, mais le 49.3, c'est un peu la fin du compromis, c'est le fait d'arrêter justement les discussions en cours, c'est la fin du mettre un compromis point final à tout cela. Du compromis aussi. Et cette question se pose, même si peut-être sans doute des problématiques beaucoup plus graves vont nous arriver dans les semaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui vient de se passer, mais Georges Cuzmet
Kuzmanovic a agité l'article 49.3 pour nous empêcher de débattre du 49.3. On a parlé de la situation économique et de l'hiver difficile qui vient. Merci à tous les cadres d'être intervenus aujourd'hui. Alexis Poulain, je rappelle que vous êtes éditorialiste Sud Radio, qu'on peut aussi lire vos analyses dans Le Monde Moderne, sur Le Monde Moderne. Et sur Twitch tous les matins. Et sur Twitch sur les matins, et bientôt, et vivement TikTok, on verra ça justement. On remercie également Noémie Alioua, essayiste, journaliste pour Hit24 News et auteur de ce livre, Les uns contre les autres. C'est publié aux éditions du Cerf. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, et Régis de Castelnau, avocat avec le blog Vue du Droit et auteur de ce livre, Une justice politique. C'est publié chez l'Artilleur, membre de la rédaction par ailleurs de Front Populaire. Restez avec nous, l'invité média dans quelques instants avec Gilles Gansman. C'est Magali Cirillo, elle est réalisatrice. Elle vous propose ce soir sur TVA à 23h05 ce documentaire Messin sans soutien, la mode du no-bras, justement, un acte politique. La résistance 2.0. À tout de suite sur Sud Radio. Non mais au secours quoi.